Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce premier webinaire sur la mobilité réalisé en exclusivité aujourd'hui en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est et la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. Nous aurons l'immense honneur d'avoir à nos côtés un représentant de la région Grand Est et Mobiliance qui va nous donner son point de vue sur la situation actuelle. Alors, à l'heure où le carburant atteint les 2 € à la pompe, faut-il se débarrasser dès demain de nos véhicules thermiques? Vous aurez des éléments de réponse aujourd'hui lors de ce webinaire. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré et vous aurez accès au replay sur les sites de nos différentes institutions. Et ainsi, nous vous transférerons les présentations en format PDF. Si vous souhaitez poser des questions pendant ce webinaire, vous pourrez utiliser l'onglet questions qui est réservé à cet usage et je me ferai un plaisir de transférer vos interrogations à nos différents intervenants. Eh bien, écoutez, vous êtes là pour apprendre tous les secrets de la mobilité. Je laisse la parole à Maxime qui va nous faire des rappels de contexte et qui va aussi nous parler du financement un peu plus tard dans ce webinaire. Allez Maxime, je te laisse la parole. Le micro Maxime. On n'a pas le son. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter brièvement en premier lieu le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement avec les réglementations en vigueur. En commençant par la loi mobilité qui porte des investissements sans précédent avec une priorité donnée au transport du quotidien, mais aussi des solutions nouvelles pour se déplacer plus facilement et également la volonté de tirer parti de la révolution numérique pour proposer de nouveaux services aux usagers. Donc cette loi est considérée comme structurante pour répondre à 4 objectifs: le manque de solutions dans certains territoires, l'urgence climatique, les impasses des grands projets non financés et une révolution de l'innovation. Pour les entreprises, on y retrouve notamment le forfait mobilité durable. Donc il s'agit de la prise en charge facultative par l'employeur des frais de transport personnel des employés entre leur domicile et leur lieu de travail. Il remplace ainsi l'indemnité kilométrique vélo en France et s'élève jusqu'à 500 € par an pour aller au travail en mobilité douce ou en mobilité alternative. Et donc les employeurs pourront contribuer aux frais de déplacement de leurs salariés par ce forfait. Et lorsqu'un salarié cumule forfait mobilité et prise en charge obligatoire des frais de transport public, l'exonération s'applique dans la limite de 600 € par an. On retrouve aussi dans cette loi la loi mobilité domicile-travail, qui est un thème obligatoire de négociation sociale dans les entreprises de plus de 50 salariés pour s'assurer que les entreprises s'engagent à faciliter les trajets de leurs salariés. Et cet accompagnement pourra prendre la forme d'un titre mobilité sur le même modèle qu'un ticket restaurant. Des sociétés se sont déjà spécialisées là-dessus. Et le titre mobilité est donc une option possible pour l'employeur de verser l'ensemble du forfait mobilité aux salariés. Petit point également sur la loi climat et résilience issue des travaux de la Convention citoyenne promulguée en août 2021. Donc sur le volet mobilité, cette loi permet de confirmer et d'étendre ce qui est entrepris par la loi mobilité que j'ai évoqué précédemment. Et en termes de mobilité, on trouve notamment dans cette loi l'obligation pour les agglos de plus de 150 000 habitants de mettre en place une zone à faible émission, soit 33 nouvelles ZFE prévues. Et dans les 10 métropoles qui enregistrent des dépassements réguliers, on va interdire à 2025 les véhicules critères 5, 4 et 3. On retrouve aussi dans cette loi la fin des ventes de véhicules thermiques qui émettent plus de 95 grammes au kilomètre en 2030. Donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, voici les certificats qualité de l'air. Qu'on nomme critères, ce sont des vignettes sécurisées qui indiquent la classe environnementale du véhicule. Il existe 6 classes qui permettent ou non de favoriser les véhicules dans les modalités de stationnement, les conditions de circulation, les possibilités de circuler dans les zones à faible émission. Et on peut voir en région Grand Est que pour l'instant, on n'a que 2 villes qui sont couvertes par des ZFE. Et Strasbourg a déjà promulgué l'interdiction du diesel en janvier 2028.
en interdisant la critère 2. Donc, ces fameuses zones à faible émission concerneront bon nombre de villes en France avant 2025. Sur le Grand Est, nous serons à 5 villes obligées, dont Strasbourg et Reims, mais aussi Metz, Nancy et Mulhouse. Ces zones à faible émission sont créées pour réduire les impacts environnementaux, verdir les flottes de véhicules, améliorer la qualité de l'air ou encore faire émerger de nouveaux acteurs de la logistique urbaine, tels que les sociétés spécialisées dans les modes de déplacement alternatifs. Et enfin, au niveau réglementaire, les négociations annuelles obligatoires que j'ai évoquées plus haut. Donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a une obligation de traiter la mobilité domicile-travail dans les négociations annuelles. Il s'agit dans le dialogue social de traiter des problématiques domicile-travail pour trouver un accord avec les partenaires sociaux. Et l'accord permet de mettre en place l'action de mobilité telle que la réduction du coût, l'incitation à l'usage des modes de transport plus durables, la prise en charge des frais de transport personnel en vélo, covoiturage et prise en charge des frais de recharge de véhicules électriques, hybrides et hydrogène, et améliorer les conditions de travail et le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, j'ai oublié, dans tous les cas, à défaut d'accord entre les représentants syndicaux et l'employeur sur le volet mobilité dans les négociations annuelles, l'employeur se voit dans l'obligation d'élaborer un plan de mobilité qui comprend l'organisation du travail, l'accessibilité du site, les déplacements professionnels et le domicile-travail. Donc, dans tous les cas, il y a une obligation d'en tenir compte. Et voici donc certains objectifs de fond du plan de mobilité avec la réduction des déplacements véhicules composés d'une seule personne à bord, en réduisant la fréquence de travail au bureau, ou pour aller encore plus loin, en planifiant la réduction de la distance domicile-travail. Donc voilà un petit récapitulatif assez rapide de la partie réglementaire qui permet de recentrer la thématique et de mieux comprendre les attentes de la société. Donc je laisse à présent Mobiliance évoquer la technologie des différents moteurs ainsi que les carburants. Alors, nous allons profiter du passage de main pour lancer un petit sondage, puisque si vous nous avez rejoint aujourd'hui, c'est que vous vous posez certainement des questions sur la mobilité, peut-être que vous avez des projets de changement de véhicule. Donc, merci de répondre à ce petit sondage qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur votre projet. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas de souci avec le son, tout le monde voit bien les slides. Ouais, Grégoire, on vous entend bien. Je termine le sondage et on vous laisse la parole. Ok, c'est bien. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Allez, on clôture et on voit tout de suite les résultats. Donc vous êtes 45% à voir un projet de changement d'un véhicule léger, 42% sur un véhicule utilitaire et 12% sur un véhicule industriel. Et ben sur ce sondage, on passe la parole à Grégoire de Mobiliance. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Donc je remercie encore nos amis de la CCI et de la CMA Grand Est de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Mobiliance, en 30 secondes, on est l'organisation professionnelle patronale des entreprises de la mobilité. Donc en fait le syndicat patronal qui regroupe le mot le plus connu, les garagistes, mais aussi les concessionnaires, véhicules particuliers, véhicules industriels, VU, mais aussi les stations-service qui sont un peu au cœur de la tempête en ce moment, les auto-écoles, on fait le cycle et moto aussi. 19 métiers dans Mobiliance. Donc c'est à ce titre, entre guillemets, d'experts qu'on intervient aujourd'hui avec vous. Je vous présente nos intervenants, parce que ce ne sont pas des consultants qu'on a sortis de chez BFM TV, hein, c'est des gens qui connaissent vraiment leur sujet. Nicolas Lenormand, qui est mon président concessionnaire véhicule industriel national pour Mobiliance, c'est le patron d'un gros groupe de concessions VI et ils font également des engins de manutention.
Thibault Lelièvre, qui est président Bonjour. régional de Mobiliance Grand Est et patron d'un groupe de concession voitures particulières sur la Meuse et la Haute-Marne. Et donc votre serviteur, Grégoire Mermet, je suis responsable régional de Mobiliance. Alors, 3 points rapidement. La diversité de véhicules, un véhicule pour une activité, les alternatives aux énergies actuelles, donc en gros la sortie du diesel, et après un point sur les aides et les critères de choix. Alors, on va surtout vous donner une problématique aujourd'hui. Quand on a préparé ce webinaire, on s'est rendu compte qu'il était impossible de vous faire un catalogue complet, un inventaire à l'après-vert de tout ce qui existe dans les solutions roulantes actuelles, tout simplement parce que ce qu'on va vous dire aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans un mois et encore moins dans 3 mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte dans lequel on se trouve, qui a été introduit par l'exposé que vous avez eu juste avant sur les différentes réglementations qui se suivent, qui s'empilent, qui des fois s'articulent plus ou moins bien. Il faut connaître ce contexte pour comprendre comment demain vous allez devoir anticiper, réfléchir votre renouvellement de flotte et de véhicules complètement différemment par rapport à ce que vous faisiez aujourd'hui. Il y a un contexte à connaître. Alors, fiscalité nationale et internationale, c'est à la fois les aides, donc tout ce qui est bonus, primes, aides des régions, etc. La fiscalité plus punitive, les malus, etc. Les réglementations qui s'empilent, on en a vu une partie, il y a aussi au-dessus de tout ça le Green Act européen, où il y a encore eu des changements, pas plus tard qu'aujourd'hui, Nicolas Lenormand le dira tout à l'heure. La LOM et la loi climat, on l'a dit, vous avez un calendrier qui finalement est extrêmement rapide, avec une disparition des énergies fossiles en 2040, voire même 2035 sur le véhicule particulier. Ça veut dire que la transition industrielle, elle commence maintenant. Voilà, ça s'arrêtera sans doute même avant ces échéances-là. Les industriels ne vont pas attendre la dernière minute pour dire c'est bon, j'arrête, le dernier moteur diesel sortira pas des chaînes le 31 décembre 2039, quoi. Voilà. Donc les nouvelles orientations des stratégies constructeurs, la réorganisation de leur industrie, ça a déjà commencé. C'est brutal, c'est sans préavis. On a des choses, on voit des choses, des arrêts de production qui sont à effet immédiat. D'ailleurs, on rappelle les clients pour leur dire que le véhicule qui a été commandé ne sera jamais livré. C'était impensable il y a quelques années. C'est en train de se passer actuellement dans certaines marques et même dans de plus en plus de marques. Vous rajoutez à ça les pénuries de matières premières. Vous êtes tous dedans aussi, même dans vos activités, les métaux, les semi-conducteurs, les matières premières pour fabriquer les batteries et les aléas de production. Alors, dans les aléas de production, vous avez les épidémies, le Covid, les crises internationales, une guerre pas trop loin de chez nous d'ailleurs, ou un capitaine de tanker qui va faire demi-tour dans le canal de Suez et qui bloque la moitié du commerce international pendant 2 semaines. Tout ça, ça a un impact et ça s'empile. Donc il faut bien le comprendre pour comprendre l'offre de produits qu'on est capable de nous, au niveau des distributeurs, de mettre en face, la manière dont elle est structurée et la manière dont il va falloir, vous, l'adapter à vos besoins. Je passe la parole à Nicolas. Bonjour à tous, merci Grégoire. De rien. Donc effectivement, comme Grégoire vous l'a dit, on va essayer de passer en revue le panorama de ce qui est possible et surtout les échéances qui nous sont imposées aujourd'hui par l'Europe. Grégoire vous le disait tout à l'heure, les réglementations changent très vite en ce moment et donc ce matin, le Parlement européen statuait sur justement ce qu'ils appellent le Fit for 55, qui est l'objectif de décarbonisation complète du parc de véhicules de transport à l'horizon 2050-2055. Donc ça n'a pas changé pour les voitures. Pour les véhicules utilitaires et pour les poids lourds, ils n'ont pas encore statué. On aura la réponse dans les mois à venir. Mais pour le moment, on reste sur les objectifs qui avaient été fixés avant le conflit en Ukraine. On s'attendait à un durcissement en fait, des positions européennes. A priori, ça n'est pas le cas. On reste quand même sur un objectif de fin de commercialisation des moteurs thermiques à énergie fossile. Et donc chaque mot est important. Il s'agit bien de l'arrêt de la vente des véhicules neufs avec un moteur thermique à énergie fossile
à horizon 2040 pour le moment, considérant derrière qu'il faudra 10 à 15 ans pour que ces véhicules-là sortent du parc et qu'on arrive à horizon 2050-2055 à un parc roulant 100% décarboné. Quelques ordres de grandeur. Donc, vous avez sur le slide qui vous est présenté les volumes 2021 de vente des véhicules neufs et des véhicules d'occasion pour les véhicules particuliers, les 2-3 roues ou les quads en dessous, les véhicules utilitaires, donc les 3,5 tonnes et les véhicules industriels, donc plus de 3,5 tonnes. Donc, vous voyez quand même un peu la différence de volume, hein, 1,6 million de véhicules particuliers neufs en 2021, qui n'est pas vraiment la meilleure année, comparé à 44 000 véhicules industriels de l'autre côté, avec effectivement des consommations différentes. Bon, bien évidemment, 2022, vous l'avez tous compris, au niveau des pénuries, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là et on ne sera pas du tout à ces chiffres-là, malheureusement, cette année. Pas du fait des distributeurs, mais bien du fait des constructeurs. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, les chiffres européens sont relativement proches des chiffres français que je vous ai remis tout à l'heure. Donc, au niveau européen, 28% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur des transports. Et par rapport à ça, on a 7% des émissions qui sont en 2019 liées aux véhicules poids lourds, donc aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Vous voyez en fait sur la courbe de droite que depuis les années 90, l'arrivée successive des normes Euro 0, Euro 1, Euro 2, avant même qu'on parle de l'électrification, ont quand même fait le boulot et ont permis de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, aussi bien pour le transport en commun de voyageurs que pour le transport en commun de marchandises. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, puisque l'enjeu est mondial, il n'est pas que européen et encore moins français, le parc de poids lourds en Europe ne représente que 16% du parc mondial. On est un peu plus proche des 20% pour la partie voiture, mais en tout cas, poids lourd, ça n'est que 16% du parc mondial. Vous avez vu et vous voyez sur le slide qu'on vous présente la part de l'Asie, 49%, et surtout à côté, là où vous avez vu tout à l'heure une réduction globale des gaz à effet de serre pour le secteur du transport en France, là vous avez au niveau mondial deux belles courbes vertes et gris qui correspondent aux émissions de la Chine et de l'Inde, là où en France on part sur une base à peu près 100 pour arriver sur une base 75 à horizon 2017-2018. Donc on fait le boulot chez nous. Malheureusement, la demande mondiale fait que les émissions de gaz, donc tout secteur confondu, explosent ailleurs. Il va être important au niveau européen, à un moment ou à un autre, de statuer au niveau de l'importation des marchandises qui viennent des pays hors Europe pour que quelque part on ne se tire pas une balle dans le pied en voulant décarboner à tout prix, augmenter nos prix et en ouvrant grand les portes à des importations de pays qui sont peut-être un petit peu moins soucieux de nous concernant les émissions de gaz, en particulier sur la production d'énergie. Si on revient maintenant sur le parc roulant français, donc qui est la diapo d'après, vous avez ici, donc pareil, on est sur donc, des véhicules de plus de 3,5 tonnes. On est en France, en fait, on a la chance d'avoir un parc qui est très, très jeune par rapport au reste de l'Europe. La moyenne d'âge d'un camion en France, c'est à peu près 8 ans. C'est 15 ans en Pologne, environ, ou en Hongrie. Donc, on est sur des véhicules qui sont récents parce que tous les transporteurs qui utilisent ces véhicules, aussi bien compte propre, donc c'est-à-dire les usines, par exemple, qui ont leur propre camion pour aller livrer leurs marchandises, que compte d'autrui. Donc là, le vrai transporteur qui va transporter de la marchandise pour l'industriel, en fonction du choix d'externaliser ou pas la prestation de livraison. Tous les transporteurs en France ont vraiment besoin d'avoir une consommation optimum pour arriver à sauvegarder leur marge, parce que le coût du conducteur est quand même très très important en France par rapport à d'autres pays. Et donc tout le monde a fait le job et tout le monde est allé très très rapidement vers des véhicules plus vertueux d'un point de vue environnemental depuis les années 90. On voit par contre que jusqu'en 2020, 99% des camions qu'on mettait à la route étaient du diesel. Et on a une progression timide du gaz par rapport aux ambitions qui avaient été données il y a encore 5 ans. Donc 0,4% pour les camions, 0,8% pour les tracteurs routiers. En revanche, on va avoir un peu plus de véhicules gaz sur les véhicules spéciaux que sont par exemple les bennes à ordures ménagères. Bon, la part de l'électrique restait jusqu'en 2020 marginale. Elle commence à démarrer toujours aujourd'hui sur les véhicules de transport de marchandises.
On va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, un cas particulier pour les transports en commun de voyageurs, donc les cars et les bus. Je vous rappelle, le bus, en fait, est un véhicule 100% urbain dans lequel les passagers peuvent rester debout et donc qui est limité généralement à 50 km/h par bridage. Le car, lui, est un véhicule où tous les passagers doivent être assis avec ceinture de sécurité et donc lui peut prendre l'autoroute. Donc là le schéma que vous avez en dessous, il s'agit bien des bus urbains. Donc vous voyez en rouge, en fait, vous avez les véhicules au gaz. Et on s'aperçoit en fait assez rapidement que le choix de la technologie gaz ne concerne que quelques pays en Europe, d'une part, mais que d'autre part, l'électrique en fait a commencé quasiment partout. On le voit sur le tableau d'au-dessus, je vous ai remis les éléments pour les véhicules de transport de marchandises. Et vous voyez que concernant les bus, cette fois-ci, le démarrage de l'électrification s'est fait beaucoup plus rapidement. On est en 2020 à 2,3% des bus qui sont en électrique. On va très vite en ce moment sur cette technologie-là aujourd'hui. Et l'écart, en fait, commence tout juste, en fait, 0,1% au niveau électrique. On va retrouver du gaz pour 11% des bus et des 0,3% pardon, des cars qui sont au gaz. Bon, ces chiffres-là étaient faits au moment où les projections donnaient en fait un prix du kilo de gaz naturel à moins de 1 euro par kilo. Aujourd'hui, avec la flambée des prix qu'on a connue depuis le début d'année, on est à plus de 3 euros le kilo. Comparé aux 2 euros par litre au niveau du diesel, on a un réel souci par rapport au gaz aujourd'hui. D'autre part, je vous en reparlerai tout à l'heure, là aussi la réglementation a évolué sensiblement. Et donc, pour compléter ce qu'on vous a dit tout à l'heure au niveau de la vignette critère 1, depuis quelques semaines, les véhicules qu'on appelle B100, donc 100% biodiesel, sont bien éligibles à la vignette critère 1 au même titre que les véhicules au gaz. Donc là, ça va nous aider sur cette technologie du B100 à trouver une alternative au niveau du gaz qui aujourd'hui plante complètement la plupart des transporteurs qui ont choisi de parier sur cette technologie-là pour optimiser leur coût de fonctionnement et remplir bien évidemment les objectifs de décarbonation de leur transport. On va revenir donc aux énergies alternatives et on va reprendre ce que je vous donnais tout à l'heure. Si on regarde d'abord la vision européenne, donc l'Europe a dit il y a quelques années déjà, et même plus de 10 ans, objectif 2050-2055, la totalité du parc roulant doit être décarboné. Donc par rapport à ça, les constructeurs, eux, ont répondu avec ce qu'ils étaient capables de faire techniquement. Donc, vous avez ce que vous avez en fait là sur ce slide-là, ça n'est pas forcément ce qui est prévu de mettre en place, c'est ce que les constructeurs sont techniquement capables de faire par rapport à leur production de véhicules aujourd'hui. Donc effectivement, les premiers camions électriques sont bien arrivés en 2020. On les voit aujourd'hui et on commence à en vendre effectivement quelques dizaines sur 2021 et un peu plus en 2022. Le but pour 2025, c'est d'obtenir 15% de réduction des émissions de CO2 des véhicules vendus, donc de la flotte complète. Donc il va falloir augmenter la part de véhicules électriques avec un objectif qui est compris entre 2 à 10% de camions électriques à batterie dans les ventes 2025. Bon, les camions à hydrogène, on n'en parle pas. Il y a quelques prototypes qui sont là aujourd'hui. On a le même problème en fait finalement avec l'hydrogène qu'avec le gaz aujourd'hui, c'est que vraiment le coût de la production d'énergie. Donc quelques démonstrateurs tournent, existent, mais l'hydrogène n'est pas une technologie qui est suffisamment mature aujourd'hui pour qu'on puisse en parler sérieusement au niveau usage et au niveau utilisation, en dehors de projets très très particuliers. Et ce ne sera pas le cas avant 2030, quoi qu'il arrive. Si on regarde en bas à droite les perspectives, donc, qui est un document de chez Renault Trucks, hein, on voit qu'on a un triple phénomène. Déjà un phénomène de décarbonation du combustible, du diesel. On va vers une énergie qui est 100% fossile en 2020, vers une énergie en 2050 qui sera toujours présent. Et donc on aura toujours ce que les pétroliers appellent les carburants liquides bas carbone à horizon 2050, parce que pour certains véhicules, je pense aux véhicules d'intervention, aux véhicules de pompiers, par exemple, aux véhicules qui vont aussi aller remettre les lignes électriques dans les champs. On ne pourra pas faire autrement que de rester sur des carburants liquides, parce qu'on ne pourra pas les passer en électrique pour différentes raisons de sécurité et des raisons stratégiques également. Donc, il va toujours rester une frange de moteurs thermiques en Europe en 2050, mais qui seront effectivement sur des biocarburants ou assimilés. En même temps,
vous avez un développement donc, des véhicules électriques à batterie avec derrière un split qui se fera dans les années à venir, mais je vous dis, à mon avis, pas avant 2030, quoi qu'il arrive, entre véhicules électriques à batterie et véhicules électriques avec pile à combustible. Il y a quelques travaux qui sont en cours, qui existent depuis longtemps. Hein. On essaie de mettre de l'hydrogène directement dans le moteur thermique. C'est des systèmes qui existent depuis les années 80, qui ont été testés, mais qui ne donnent pas de bon rendement et qui sont aujourd'hui pas suffisamment matures pour que ça puisse se généraliser. Et dans tous les cas, aujourd'hui, ce qui bloque le développement de l'hydrogène, c'est avant tout les infrastructures qui coûtent beaucoup plus cher à mettre en place que les infrastructures gaz, qui elles-mêmes ne sont pas encore aujourd'hui suffisamment matures pour qu'on puisse concevoir un développement large des véhicules au gaz. Si on passe à la slide suivante, je vous ai mis la vision des pétroliers. Donc c'est toujours intéressant. Là, on n'est plus en Europe, on est vraiment au niveau de la planète. Et on s'aperçoit que les pétroliers ont une vision entre 2019 et 2040, donc d'une réduction globale de la consommation d'énergie, ce qui est plutôt une bonne chose. Une très nette réduction de la consommation de charbon, qui reste le premier ennemi au niveau de la planète pour les émissions de CO2. Donc on passe de 26% à 10% de charbon, mais il restera encore 10% de charbon en 2040. Une augmentation nette de toutes les énergies renouvelables pour passer de 2% de production au niveau mondial à 18% en 2040. Et par contre, il va rester encore du gaz naturel, d'une part, et du pétrole, d'autre part, les deux étant pratiquement 50% de l'énergie qui sera fournie à la totalité de la planète. Je vous ai mis ensuite sur la slide suivante la vision nationale cette fois-ci, donc la stratégie nationale bas carbone. On va reprendre les constats que je vous ai fait tout à l'heure, 31% des émissions nationales, donc là on est franco-français, on n'est plus européen, qui sont liées au secteur des transports. Donc aujourd'hui, 70% quasiment des émissions de GES ne concernent pas du tout le transport. Sur cette partie transport, donc 18% sont liés aux véhicules industriels, plus de 3,5 tonnes, 19% pour les véhicules utilitaires et 54% pour la voiture. Donc les enjeux sont là. On va l'avoir, et on va en parler tout à l'heure, une électrification du parc qui va se faire très rapidement au niveau des voitures. Ça va être plus long au niveau des poids lourds, mais fort heureusement sur les véhicules industriels, on a d'autres possibilités de travailler et d'optimiser les choses. L'objectif étant toujours cette décarbonation complète à horizon 2050 du parc roulant. Donc, parmi les autres leviers qui sont bien pris en compte par le gouvernement, c'est bien la réduction de consommation pour les véhicules thermiques ou pour les véhicules gaz. Donc, je vous rappelle, le gaz, on a beau parler de biogaz, au moment où on se parle, plus de 95% du gaz naturel qui est mis dans les véhicules est un gaz totalement fossile. A contrario, sur le diesel que vous mettez dans votre voiture tous les jours, le B7, vous voyez le petit B7 qui est sur la pompe, ça veut dire qu'il y a 7% déjà de biodiesel, donc 93% simplement de gaz fossile. Le B100, bien évidemment, donc on passerait à 100%, mais le B100, pour des raisons d'affectation des terres agricoles, aujourd'hui est bloqué au niveau européen pour qu'il n'y ait pas de surexploitation, de surproduction en fait, des terres agricoles dédiées à faire du carburant liquide, ce qui, surtout au moment où le prix du blé explose, poserait de très très gros problèmes au niveau de la consommation de denrées alimentaires au niveau du pays. Vous avez également, et on en reparlera tout à l'heure, des travaux qui vont chercher à massifier encore plus le transport de marchandises, comme le transport de personnes d'ailleurs, le but étant de diminuer le nombre de véhicules sur la route et donc globalement de diminuer les émissions. Si on regarde les travaux qui ont été faits dans le détail, donc sur la slide suivante, au niveau de la task force à laquelle j'ai eu le plaisir et l'intérêt de participer sur les 2 dernières années, alors bien évidemment, avec le changement de gouvernement, tout ça va probablement être revu et réétudié. Mais donc, après 2 ans de travail, ce qui est ressorti en fait des travaux de la task force, c'est que avant tout, lorsqu'on parle de décarbonation du transport, il va falloir regarder en fait à chaque fois à quoi va être affecté le véhicule. Et donc, ce qui va guider en fait le choix d'une technologie par rapport à une autre, ça va être plusieurs facteurs qui sont bien évidemment la typologie d'utilisation. Une benne à ordures ne va pas avoir les mêmes contraintes qu'un malaxeur pour le ciment que pour du transport de marchandises, je dirais, standard ou du transport frigorifique. Donc, en fait, les travaux qui ont été faits avec les fédérations de transporteurs de l'autre côté, avec les donneurs d'ordre aussi côté grande distribution, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus les véhicules vont avoir des rayons d'opération courts,
plus en fait ils vont avoir tendance à rester sur du diesel. Bon, sachant qu'en plus le transport de marchandises aujourd'hui est relativement court, hein, le transport moyen est de moins de 300 km à la journée. En fait, tous les petits véhicules qui vont opérer localement vont soit pour de l'intra-urbain vraiment passer en électrique, mais finalement ça va plus concerner les véhicules utilitaires que les poids lourds, soit rester en fait sur du diesel. Pourquoi? Parce qu'en fait, changer de technologie va induire un surpoids au niveau du véhicule, qui vont être liés aux batteries, qui vont être liés au réservoir de gaz, et donc une perte de charge utile. Donc globalement, si on met par exemple des camions avec des batteries, où les batteries vont prendre 1 tonne, 2 tonnes de charge utile, il va falloir augmenter le parc roulant de 10 à 15% parce que la demande de transport de marchandises, elle, ne change pas et elle a même plutôt tendance à aller à aller en s'accroissant très rapidement avec le développement du e-commerce et la livraison porte-à-porte. On reviendra sur ces slides-là si vous avez des questions. Néanmoins, vous voyez quand même que bon, la technologie, en dehors du diesel, qui est appelée à disparaître, hein, bien évidemment, c'est bien l'électrique. Et aujourd'hui, tous les constructeurs ont pris le pari enfin, c'est même plus un pari, en fait. On fait le choix de pousser, en fait, à moyen terme, tout ce qui va être application sur les poids lourds et véhicules utilitaires électriques à batterie. Donc, si on regarde le panorama des énergies qui sont disponibles au moment où on se parle, on a toujours le diesel conventionnel qui est là, donc pour lequel la seule contrainte est qu'effectivement, il ne pourra pas rentrer dans les ZFE à partir de l'année prochaine, puisqu'il ne sera que vignette critère 2. Il y a des discussions qui sont en cours au moment où sortira l'Euro 7 pour savoir si l'Euro 7 sera éligible critère 1 ou pas. Néanmoins, ces véhicules-là ne pourront pas rentrer dans les ZFE, donc il faudra trouver des alternatives par rapport à ça. En même temps, ce qui est important pour le diesel au niveau des transporteurs, c'est que la TICPE ne sera plus remboursée à partir de 2030 et va progressivement être de moins en moins remboursée au niveau des transporteurs, donc le diesel va coûter de plus en plus cher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant la fin de son mandat, notre président reconduit a validé le B100 comme critère 1. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le B100, donc, on est sur quelque chose qui ressemble très fortement à du diesel tout à fait conventionnel, sauf que ce diesel-là est à 100% issu de produits végétaux, et donc, pour le B100 en particulier, de colza, et de colza français. L'usage est pratiquement identique au diesel au niveau des coûts d'exploitation et de la maintenance. En revanche, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour des raisons de PLU, l'Europe souhaite brider en fait le développement de cette alternative et fera tout pour que ça ne passe pas au grand public. Donc aujourd'hui, cela est réservé uniquement à des flottes privées qui auront leur propre cuve. Donc vous ne trouverez pas de B100 à la pompe, en tout cas pas dans l'état actuel de la législation. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, les choses changent très vite du fait du conflit ukrainien, du fait aussi de la volonté du gouvernement de se désengager de la consommation de gaz russe. Il n'est pas exclu que ces positions-là puissent évoluer dans les mois ou dans les années qui arrivent maintenant. Vous avez dans les autres carburants liquides bas carbone d'autres choses qui sont les HVO, donc qui sont en fait des huiles végétales oxygénées. Vous avez ce qu'on appelle les XTL, en fait, qui sont des carburants liquides qui sont faits à partir de méthane bien souvent, et donc on va coller les molécules de méthane pour faire des molécules de carburant. Et vous avez du E85, donc là il y a quelques exemples aussi en poids lourd, bien évidemment en voiture, mais aussi en poids lourd, ou dans l'Aisne, je crois Tereos a fait des essais pour faire tourner un véhicule à l'E85, donc un poids lourd avec un moteur essence, en fait, finalement, hein, c'est ni plus ni moins, en utilisant un éthanol qui était issu des mous de betterave. Donc effectivement, en Picardie, ça se comprend. Dans le Grand Est, je pense que c'est des choses qui pourraient, pourquoi pas, arriver avec des mous de champagne, pourquoi pas, ou autres. Cette technologie-là sont plutôt en cours de test, elles ne sont pas homologuées, donc on est très très loin d'une préconisation d'utilisation au niveau des constructeurs, et encore plus sur des évolutions de la critère 1, de la vignette critère 1, qui aujourd'hui est quelque part le sésame pour qu'on puisse proposer cette technologie-là à nos clients. Le gaz, donc GNV ou bio-GNV, en fait très peu bio-GNV pour le moment, hein, je vous dis plus de 90% du gaz qui est utilisé aujourd'hui dans les véhicules est fossile et toujours en grande partie au niveau européen issu de la Russie, ce qui pose d'autres problèmes aujourd'hui. L'offre constructeur existe et elle existe depuis longtemps sur à peu près tous les types de véhicules. La nécessité est de mettre en place quand même des points d'avitaillement dédiés. Aujourd'hui,
pouvez pas commencer à prendre du gaz si vous n'avez pas en amont considéré la position, le remplissage. Donc il y a quelques stations publiques qui proposent du gaz, mais la plupart en fait sont mis sur les sites privés qui vont exploiter ces véhicules-là. On a néanmoins sur ces véhicules une autonomie qui est moindre que le diesel, on en parlait tout à l'heure, parce que aussi on est sur un moteur essence à la base. Donc il y a entre un moteur diesel et un moteur essence, quoi que puissent dire certaines études, de toute façon 10 à 15% d'efficacité, de différence entre les deux technologies qu'on va retrouver au niveau de la consommation de carbone finalement qu'on va mettre dans la chambre du piston. On a des prix qui sont variables en fait au niveau coût d'exploitation. On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Je vous dis, on était à 1 euro du kilo il y a encore quelques mois, on est à 3 aujourd'hui. Donc là aujourd'hui, tout est remis en cause de ce point de vue-là pour vraiment les coûts d'exploitation. En revanche, l'intérêt du gaz, notamment, c'est la réduction de NOx par rapport au diesel, donc les oxydes d'azote. Donc le NOx n'est pas un gaz à effet de serre, mais il fait partie quand même des gaz qui sont identifiés comme polluants urbains et causant des problèmes au niveau respiratoire, notamment chez les personnes les plus sensibles. Les véhicules électriques batteries, c'est la voie royale aujourd'hui pour décarboner. Donc on a un vrai problème de prix sur ces véhicules-là, mais des aides sont mises en place et on va en parler juste après. L'offre nécessite bien évidemment une infrastructure et la mise en place de bornes. Je vous fais un tout petit aparté là-dessus. On a beaucoup d'entreprises et nous-mêmes, concessionnaires, sommes soumis au décret tertiaire qui est en train de se mettre en place cette année. Il faut savoir que lorsqu'on parle de négociation sociale, lorsqu'on parle de mettre en place des bornes électriques dans les entreprises tertiaires a fortiori, pour que les salariés puissent recharger leurs véhicules, il n'est pas prévu au niveau du décret tertiaire, donc qui va nous challenger sur la réduction de nos consommations d'énergie en tant qu'entreprise. Il n'est pas prévu sur ce décret que les consommations d'électricité au niveau des bornes soient exclues de la balance en fait de la consommation d'énergie globale. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement nous dit attention, il faut que vous réduisiez vos consommations d'énergie sur tous les produits, fuel, gaz, électricité. Donc c'est les kilowattheures qui sont comptés. Mais de l'autre côté, on nous dit allez-y, mettez des bornes et on va les utiliser pour recharger des véhicules électriques. On a ici un paradoxe en fait qui n'est pas tranché aujourd'hui, qu'il va falloir adresser parce que ça va complètement bloquer les choses si on ne le prend pas. Je referme la parenthèse. Je reviens à l'électrique. Donc, on a trois problèmes sur l'électrique. Le premier, effectivement, c'est un problème de prix. Le deuxième problème, c'est un problème d'autonomie, donc de rayon d'action. Aujourd'hui, faire plus de 300-400 km, ça va être compliqué avec un camion électrique. En revanche, 300-400, on y arrive, à condition de mettre le nombre de batteries nécessaires. Le problème est que plus je vais mettre de batteries dans mon camion, et je peux en mettre autant que je veux, pratiquement comme des briques de Lego, pour augmenter mon rayon d'action, mais je vais perdre en charge utile. Parce que le poids total en charge de mon camion, de toute façon, est limité par le code de la route. Je ne peux pas le faire évoluer. On a le droit, gracieusement, à 1 tonne, je crois, sur les véhicules électriques sur la carte grise, mais pas plus. Donc, on a 1 tonne de dérogation, mais pas plus. Et tout ce que je vais mettre en poids de batterie, je vais le perdre en charge utile, donc en capacité de transport, finalement, de marchandises, ce qui sera quand même obligé, d'une façon ou d'une autre, d'augmenter le parc roulant. Et au moment où on est tous confrontés à des pénuries de conducteurs, ça va poser quand même des problèmes au niveau efficacité de l'activité de transport. Bon, l'hydrogène, je pense qu'il c'est beaucoup trop tôt pour en parler aujourd'hui. Il y a une quarantaine de stations sur toute la France, aucune pour le poids lourd, donc elles sont toutes dédiées à la voiture. C'est une technologie qui va avoir des contraintes parce que de toute façon, c'est une traction électrique, donc il va avoir des problèmes de rendement, qui est aujourd'hui hors de prix pour une application commerciale correcte. Je vous ai justement sur ce point-là, sur le slide d'après, mis un slide donc, qui est issu de chez Renault Trucks, qui propose des véhicules. On va peut-être, Nicolas, je t'interromps 30 secondes, on va peut-être demander à Thibaut d'intervenir pour donner un éclairage sur le VU-VUL par rapport à ces énergies existantes. Bonjour à tous. Écoutez, Nicolas a été assez précis quand même sur les différentes possibilités. Alors, si je peux apporter quelques précisions sur le VU-VUL, ce qui vient d'être expliqué est tout à fait vrai pour le VUL. Les deux principales aujourd'hui possibilités restent le diesel et l'électrique, avec pour l'électrique les avantages et les contraintes que Nicolas vient de donner, c'est-à-dire le poids et l'autonomie, les deux principales composantes. Ce que je voulais rajouter sur les véhicules utilitaires,
c'est que ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, c'est que au-delà de la transition énergétique, on a un vrai problème lié à la pénurie sur les véhicules utilitaires cette année et qui est en train de s'amplifier depuis maintenant 1 an, qui donc fait augmenter les tarifs des véhicules, puisque les niveaux de remise baissent et les prix de tarifs augmentent. Et donc, je dirais que pour faire vos choix, il y a une chose qu'il faut bien prendre en compte en ce moment, c'est d'anticiper un maximum, puisque les délais de livraison sur des véhicules utilitaires légers aujourd'hui sont de l'ordre de 6 mois à 1 an et demi pour certains véhicules, que nous n'avons plus de stock en véhicules utilitaires légers, enfin, ou très très peu de stock, et que donc il vous faudra aussi trouver des compromis entre la disponibilité, enfin votre besoin, est-ce qu'il est immédiat ou pas, et ce qu'il peut y avoir en stock ou en arrivage qui ne correspondra pas toujours tout à fait aux demandes, mais qui seront la seule solution en fait pour avoir un véhicule, quoi. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter parce que Nicolas était assez complet sur la présentation. Merci Thibaut. Donc effectivement, on va pas trahir de grands secrets. Les constructeurs freinent aussi un peu là sur les silhouettes thermiques parce qu'ils ont des normes à respecter. Le CAFE pour la partie véhicule léger, les normes Vecto pour la partie poids lourd. Et donc le manque de composants est une réalité, mais factuellement aujourd'hui, compte tenu des malus qui sont susceptibles d'avoir sur les véhicules qui sont mis à la route à partir de 2020, ils ont tout intérêt à freiner en fait la commercialisation des véhicules thermiques pour promouvoir la mise en place des véhicules électriques ou des véhicules gaz. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez là en fait un exemple de l'efficacité globale en fait sur l'énergie de propulsion qu'on récupère par rapport à l'énergie de la source primaire qu'on va utiliser. On est là sur des considérations européennes, donc les pourcentages sont un tout petit peu meilleurs sur la partie électricité-batterie lorsqu'on va utiliser beaucoup de nucléaire comme en France. Un peu moins, bien évidemment, en Allemagne, où là, on ne sait même plus du charbon, c'est de la lignite qui va produire le gros de l'électricité. Néanmoins, l'électrique a quand même une bonne performance globale. La quantité d'électricité qu'on va mettre au bord du véhicule, on va quand même la retrouver en très grande partie au niveau des roues. La partie en dessous, donc ne vous trompez pas, c'est là quand vous avez la partie diesel. Les moteurs diesel ne sont pas à 13% d'efficacité globale, pas avec du diesel fossile. Là, on parle bien de diesel ou d'assimilé diesel reconstruit en quelque sorte, resynthétisé à partir de déchets végétaux issus de la biomasse. Bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'hydrogène, on est quand même sur des rendements qui font qu'on aura un problème de prix à un moment ou à un autre. On ne peut pas se permettre de rouler avec des véhicules qui vont dissiper 90% de l'énergie qu'on va acheter à la base. Si on regarde maintenant les aides, puisqu'on est en train de parler de considérations financières, on vous a mis un rappel des aides qui étaient disponibles actuellement. Donc, je vais parler surtout poids lourd et je laisserai Thibaut parler voitures tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, le gouvernement a choisi. Les aides sont abordées aussi par les intervenants CCI, CMA à la fin. Donc on peut aller assez vite là-dessus. Bon, je vais vite là-dessus. Donc, vous l'avez, on est jusqu'à 100 à 150 000 euros sur les derniers appels à projet. Donc, attention, c'est un appel à projet. C'est pas sur un seul véhicule, mais c'est bien un appel à projet global qui intègre les bornes de recharge d'ailleurs. Vous avez ensuite, donc, pour les véhicules unitaires, un bonus qui peut aller jusqu'à 50 000 euros pour les camions, 30 000 euros pour les bus. Depuis la semaine dernière, vient s'ajouter également une prime de 50 000 euros pour les véhicules rétrofités, c'est-à-dire un véhicule thermique, Euro 5, Euro 6, sur lequel on va enlever le moteur thermique et dans lequel on va remettre un moteur électrique. Donc là, la transformation du véhicule va permettre d'être éligible à une aide de 50 000 euros pour les poids lourds. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de demandes qui ont été faites au niveau de ces aides. C'est des processus qui sont relativement longs. Bon, elles sont en place pour 2022, 2023 très certainement. Et on a eu la confirmation, pareil, en début de semaine, que concernant les aides pour les bornes, le programme à devenir était bien reconduit jusqu'en 2025 avec une enveloppe globale de 200 millions d'euros.
Pour les autres véhicules, donc là, on est uniquement sur les véhicules électriques. Si on regarde juste après, en fait, pour les autres véhicules industriels, vous avez également, en plus de ces aides, le dispositif de suramortissement qui existe depuis un moment et qui sont éligibles aussi bien pour les véhicules baissants que pour les véhicules gaz que pour les véhicules électriques. Donc là, en l'occurrence, pour les véhicules électriques, on va cumuler le bonus, quelque part, l'aide, la prime à l'achat avec le suramortissement pour les véhicules qui sont exploités par les entreprises. Et vous avez également, donc, comme je vous le disais, le dispositif de l'AVER, qui est le programme Advenir qui est reconduit, se greffe également à ça toutes les aides que vous pouvez trouver à côté à l'ADEME, notamment le dispositif tremplin, les aides régionales ou localement, et en particulier dans les zones urbaines où vous avez des ZFE qui sont mises en place. Très souvent, des aides sont prévues en plus des aides du gouvernement. Et il y a pas mal de projets aussi France Relance, où là, sur des projets un peu plus larges que simplement l'achat d'un véhicule, on peut obtenir des choses qui soient relativement intéressantes, dans toujours l'optique de convertir des flottes et de réduire l'impact des émissions de GES au niveau français. Pour finir, deux choses. Donc, l'état des lieux actuel. Donc, en 2021, on était jusqu'en 2020, vous avez vu tout à l'heure, 99% des véhicules étaient diesel. Là, au niveau des ventes de 2021, on a une petite inflexion, donc 91% en diesel, 6% en gaz, 1,2% en électrique. Et là, en revanche, je tiens à souligner, il s'agit des ventes, donc pas du parc roulant. C'est-à-dire que côté parc roulant, on est toujours quand même sur des véhicules qui sont largement aujourd'hui thermiques et donc diesel et gaz, et largement avec des ressources fossiles, puisque le gaz et le diesel qu'on a là sont aujourd'hui à plus de 90% fossiles. Donc le processus va être relativement long aujourd'hui malgré ces aides. Néanmoins, comme Grégoire le soulignait au début, nous n'avons pas le choix. L'Europe a donné ses consignes aux États membres et il faudra de toute manière, qu'on le veuille ou pas, que les constructeurs le veuillent ou pas, que les concessionnaires le veuillent ou pas, qu'on atteigne bien ces objectifs de décarbonation complète du parc roulant à horizon 2050. On a quand même d'autres pistes qui sont là pour finir. Il n'y a pas que l'énergie. Il faudra aussi aller chercher d'autres leviers qui vont concerner la massification du transport. Il y a une toute petite aparté sur les camions. Si on parle, dans certains cas, d'interdiction des centres-villes aux véhicules poids lourds, on aura très rapidement des problèmes. Pensez que les camions vont pouvoir s'arrêter à 10-20 km des villes pour faire toutes les livraisons en véhicules électriques utilitaires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'un camion, c'est 20 véhicules utilitaires minimum, ce qui veut dire 20 conducteurs, ce qui veut dire 20 fois plus de chances d'avoir des accidents, puisque là, au niveau des stades de la sécurité routière, plus le parc va augmenter, comme les stades ne bougent pas trop, plus le nombre d'accidents va augmenter en proportion. Le coût de transport va augmenter également, puisqu'à chaque fois que vous mettez un conducteur, c'est un coût supplémentaire. Et donc, on a quand même cet intérêt d'aller jusqu'à l'avant-dernier kilomètre en poids lourd, alors avec le choix de l'énergie qu'il faudra faire, mais effectivement les derniers kilomètres avec d'autres moyens de mobilité, sachant que, comme vous voyez de l'autre côté, finalement, les poids lourds sont des véhicules qui ont très peu évolué au cours du temps. On a des porte-conteneurs dont la taille a explosé, pareil au niveau des avions, pareil au niveau des trains. Les trains se sont allongés de plus en plus au fur et à mesure, mais ça n'a pas été le cas pour les poids lourds, et on est resté sur une réglementation, en particulier en France, qui contraint en fait la longueur au maximum des ensembles routiers, ce qui pose d'autres problèmes. Et pourtant, vous le voyez complètement sur la droite, réduire le nombre de poids lourds et allonger un petit peu plus la taille des camions, des remorques et des semi-remorques qu'on va mettre derrière, permet quand même une diminution très nette du nombre de véhicules sur la route, quand même, donc des émissions, donc également du risque d'accident, et également de massifier encore plus le transport, comme le souhaite aussi la stratégie nationale bas carbone. Dernier point, au niveau du transport transfrontalier, puisque là, au niveau de votre région, vous êtes en première ligne, donc des décisions ont été prises au niveau européen pour limiter en fait le nombre de véhicules utilitaires étrangers qui vont passer la frontière à horizon 2026. En tout cas, ces véhicules utilitaires de 20 mètres cubes, je ne veux pas désigner la Pologne comme étant le plus mauvais élève, mais force est de constater qu'il y a quand même pas mal de véhicules polonais aujourd'hui qui sont des utilitaires qu'on retrouve sur les parkings des aires d'autoroute, donc qui sont des véhicules qui ne sont pas soumis encore à chronotachygraphe aujourd'hui, qui n'ont pas de contrôle technique à passer tous les ans, et où en fait du coup on n'a pas non plus de contrôle des temps de conduite, ce qui crée quand même des distorsions de concurrence
avec les transporteurs français, qui eux ont plutôt tendance à respecter correctement la réglementation. Et pour le coup, la France fait figure de très bons élèves au niveau européen en matière de transport, il faut le souligner. Donc ces véhicules utilitaires n'auront plus le droit de passer la frontière sans chronotachygraphe à partir de 2026, ce qui aura quand même localement des incidences au niveau du métier du transport et également des livraisons express. Je m'arrête là de mon côté. Je passe peut-être la parole à Thibaut qui voudra compléter sur la partie véhicule utilitaire. Ou sinon, si Thibaut ne prend pas, moi je vais le faire sur la. Enfin, Thibaut, tu pourras intervenir, rebondir après. En conclusion, Merci. les gestionnaires de flotte que vous êtes ou les chefs d'entreprise, vous avez une checklist à vous faire pour renouveler votre véhicule. Vous voyez bien que l'offre, son évolution, sa composition, c'est un peu impossible à vous faire sur un webinaire de ce format. Il aurait fallu un séminaire de 3 jours. En gros, vous souhaitez renouveler votre véhicule, il faut d'abord établir votre cahier des charges. Vous n'allez pas revoir votre concessionnaire en vous disant « Bon, bah, je suis arrivé au bout du contrat de location ou du leasing. Allez, qu'est-ce que j'avais avant? Je reprends le même et on recommence. » Ça, c'est terminé. Il faut que vous regardiez précisément vos zones d'intervention, votre rayon d'action. Je vois régulièrement, moi je roule sur tout le Grand Est, je vois régulièrement des camionnettes d'entreprises, des fourgons d'entreprises du bâtiment qui sont de Nancy dans le 54 et que je croise à Chaumont, voire même à Châlons-en-Champagne. La question à se poser, c'est avec tout ça, le prix des carburants, etc., est-ce que ça vaudra toujours le coup quand on est entrepreneur de prendre des chantiers à 300, 400 km de sa base? C'est aussi une question qu'il faudra se poser. Voilà. En fonction de ça, vous allez regarder les distances que vous parcourez. Est-ce que vous traversez ou pas des ZFE? Si vous n'avez pas de chantier actuellement ou d'intervention à faire sur Strasbourg et Reims, qui sont les deux ZFE qui se sont mis vraiment actifs à ce moment, bon, le problème n'est pas le même que si vous êtes un entrepreneur qui est dans l'Eurométropole de Strasbourg. Est-ce que vous avez possibilité d'avoir des infrastructures de recharge? Vous n'êtes pas dans la même situation si vous êtes un entrepreneur qui est en centre-ville, sur une petite zone industrielle, où vous n'avez pas de place, vous n'avez pas un gros parking, vous n'avez pas possibilité de mettre une station de charge de carburant, de gaz, peut-être demain d'hydrogène, voire même des bornes de recharge. C'est pas la même, vous ne pourrez pas le faire si vous êtes en ville, ou moins le faire si vous êtes en ville, ou si vous êtes sur une zone industrielle. On conseille d'ailleurs pour les gens qui sont dans les zones industrielles de se parler entre eux, parce que ça peut valoir le coup pour dynamiser une ZEDI ou une ZEDA, de se mettre en commun, peut-être d'acheter des terrains qui restent pour mettre un parking avec des solutions de charge. Ça peut être aussi les pistes à creuser. Les usages que vous avez, est-ce qu'il vous faut des véhicules lourds, légers, les deux? Ce que vous tractez dedans, attention, on l'a dit tout à l'heure sur l'autonomie, hein. Les véhicules utilitaires actuels vous annoncent 360 à 400 km d'autonomie. Ça, c'est ce qui est marqué dans le catalogue constructeur. Soyons francs, vous mettez 3 ouvriers bien costauds dedans, des choses en galerie, des choses sur le côté, un compresseur en attache derrière et vous chargez en plus en général un peu en dépassant la charge utile souvent. Donc, et vous faites 100 km à 130 sur autoroute, votre autonomie, elle est plus de 300 km, elle est de 100 à 150. Voilà, on est dans des diminutions rapides et brutales de l'autonomie. C'est pas du tout la même plage d'utilisation et la même façon d'utiliser le véhicule qu'avec un diesel actuel. Donc le conseil, c'est, quelle que soit, je dirais, l'échéance, vous devez prendre sans tarder rendez-vous avec votre concessionnaire VP, VU, VI le plus vite possible pour déjà commencer à avoir un état de ce qui existe. Faire donc votre propre cartographie, votre propre besoin. Là où avant, vous pouviez tout faire avec le même type de véhicule. Je rachète 10 fois le même et je fais tous mes chantiers, toutes mes interventions. Limite, je prends le véhicule numéro 1, le 4, le 5. C'est tous les mêmes. Je m'en fiche. Là, vous allez peut-être devoir avoir 3-4 types de véhicules différents. Et vos équipes et vos salariés prendront l'intra-urbain, c'est de l'élec, du mid-urbain, ça va être resté du diesel. Ce qui va plus loin, pour le moment, c'est diesel encore. Voilà, en fonction du chantier et tout ça. Donc, vous devez regarder l'offre
qui est disponible chez votre concessionnaire, les infrastructures actuelles ou potentielles de votre entreprise, est-ce que vous avez envie ou pas d'investir dans des solutions de charge. Attention aux équipements spéciaux. En ce moment, par exemple, si vous achetez un camion que vous faites aménager après, on a des fois des difficultés, notamment sur les haillons, les bras élévateurs, des choses comme ça. Et les délais. Alors, sachant que les délais sont très fluctuants, ils peuvent changer. Mais ça, c'est un vrai plan d'action et une vraie cartographie à mettre en place. Thibaut, si tu veux rajouter quelque chose en conclusion? Non? Non, je pense que tout a été dit. On a bien fait, part justement, voilà, enfin, tu parlais sur l'électrique, tu disais que sur les véhicules a été annoncé entre 3 et 400 km en véhicules utilitaires, des camions type Boxer, Crafter, enfin, donc des utilitaires légers les plus gros, on va dire. Les autonomies annoncées, c'est plutôt dans les 200 km et donc en effet, on a plutôt des, en fonction de l'utilisation, ça peut être 100 km Oui, c'est vrai, tu as aujourd'hui précisé, pour moi, c'était en fait, ça concerne les 300-400 km, c'est pour les véhicules d'au moins 19 tonnes, pour les poids lourds d'au moins 19 tonnes. Pareil, sur les cars, on est aussi sur ces autonomies-là. Ouais. Donc voilà, sur des véhicules utilitaires légers, on est plutôt aujourd'hui sur des autonomies annoncées qui sont de l'ordre de 200 km avec une réalité en fonction de la température extérieure, du poids de chargement, etc., qui sont plutôt autour d'une centaine de kilomètres en fait. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Alors ça peut correspondre à un certain usage, mais bien évidemment ça ne va pas correspondre à toutes les utilisations que vous allez pouvoir en avoir. Bon, messieurs, je vais me permettre de vous couper, même si cette discussion elle est très passionnante et intéressante. Nous avons encore un programme chargé. Nous aurons aussi des questions en fin de ce webinaire. Maxime, tu vas avoir la lourde mission de dropper un peu sur les aides, présenter les dispositifs de financement qui intéressent nos participants, bien entendu, pour savoir comment vous pouvez cofinancer vos solutions de mobilité. En tout cas, merci beaucoup à Mobiliance pour leur présentation. Voilà, merci à eux. Et donc, troisième et dernière partie de ce webinaire, les aides financières, comme nous l'avons évoqué au départ. Ces aides sont multiples. Lorsqu'on additionne et si elles sont cumulables, les aides locales avec les aides régionales et nationales, en voici un récapitulatif. Donc, le bonus écologique et la prime à la conversion, ainsi qu'un appel à projet jusqu'à la fin de cette année nommé écosystème des véhicules lourds électriques au niveau national. On retrouve en région Grand Est d'autres aides qui aident à remplacer la non-éligibilité à une aide nationale ou encore mieux au cumul des deux, notamment le soutien de la région Grand Est au remplacement de véhicules à faible émission pour les professionnels, ainsi que l'appel à projet Climaction à l'adaptation, la conversion de véhicules routiers à faible émission. Pour les Strasbourgeois et Rémois, les aides se cumulent également avec la surprime ZFE, mise en place localement. Et enfin, on retrouve les aides en soutien à l'installation de bornes électriques. Mais ce n'est toujours pas fini puisque les soutiens financiers s'accompagnent également d'avantages fiscaux. Donc voici un petit récapitulatif du bonus écologique. Donc c'est une prime à l'achat qui incite l'acheteur à se tourner vers les voitures neuves émettant peu de CO2. Ce bonus permet l'investissement dans les véhicules légers et utilitaires. Cette aide n'est éligible qu'aux véhicules électriques, hydrogène et hybrides rechargeables qui peut être un véhicule neuf ou d'occasion. Les critères, en particulier les montants de l'aide, vont peut-être être modifiés dès le mois de juillet, mais il est possible que le règlement actuel se prolonge jusqu'à la fin de l'année en raison de l'élection présidentielle. Pour en bénéficier, le taux d'émission du véhicule doit être inférieur à 20 grammes au kilomètre pour bénéficier à ce jour d'un soutien de 4 000 €. Pour un prix d'achat d'un véhicule léger inférieur à 45 000, 2 000 entre 45 000 et 60 000, ainsi que 2 000 pour les prix supérieurs à 60 000, mais uniquement l'hydrogène. Ces montants que j'ai notés sont celles éligibles à une personne morale. Et enfin, concernant les véhicules utilitaires, vous pouvez bénéficier d'un soutien de 5 000 € pour électrique et hydrogène. Seulement 1 000 € pour un hybride rechargeable. Vous avez à cela également le bonus écologique pour les poids lourds. Donc je bascule sur la deuxième aide qui est l'équivalent de la précédente. Encore une fois, uniquement réservé aux véhicules électriques et hydrogène. Les types de véhicules éligibles sont les types N2, M2
et N3M3, c'est-à-dire les véhicules conçus pour le transport de marchandises nommés N, ainsi que les transports de passagers nommés M. L'aide pour les N2 N3 s'élève à 50 000 € et 30 000 € pour M2 M3 qui est cumulable à l'avantage fiscal que nous verrons plus bas, pouvant tout de même doubler le montant. Toujours au niveau national, la prime à la conversion, donc c'est une aide gouvernementale pour acheter un nouveau véhicule moins polluant, qu'il soit d'occasion ou neuf. Le véhicule à détruire doit être une essence d'avant 2006 ou un diesel d'avant 2011. Et le nouveau véhicule doit être une électrique à un prix inférieur à 60 000 € ou une hybride rechargeable inférieure à 60 000 €. Un véhicule électrique permet d'avoir 2 500 € en complément du bonus écologique, 2 500 € également pour une hybride rechargeable avec autonomie supérieure à 50 km ou 1 500 € si l'autonomie est inférieure à 50 km. Pour les véhicules utilitaires, c'est un peu plus technique puisque l'aide est octroyée en fonction du poids. Donc la classe 1 électrique ou hybride rechargeable supérieur à 50 km permet une aide de 5 000 €. Donc la classe 1, c'est les poids inférieurs à 1305 kg. La classe 2, c'est de 1305 à 1760 kg, apporte une aide de 7 000 €. Et enfin, les poids supérieurs à 1760 permettent un soutien de 9 000 €. Je passe directement aux aides locales. Les aides régionales seront présentées par Monsieur L'extrait. Donc, on arrive à présent aux aides de la surprime ZFE de Reims, avantageuse pour ceux qui sont concernés, car elle se cumule avec les autres aides. Donc, pour commencer, voici la surprime rémoise qui est éligible aux TPE et PME, qui remplace des véhicules interdits de circulation sur la ZFE, c'est-à-dire les critères 3, 4 et 5, destinés à la casse. Donc, l'entreprise devra justifier d'un siège social d'un établissement sur le territoire et pour les TPE-PME de la moitié de leur chiffre d'affaires réalisé sur 2 années d'ancienneté à l'intérieur de la ZFE. Et les professionnels peuvent bénéficier de subventions du Grand Reims jusqu'à atteindre le premier des 2 plafonds suivants, 5 véhicules subventionnés, remplacement, location ou changement de motorisation, ou 20 000 € de subvention totale. Et les aides de Reims sont cumulables donc avec les aides nationales et régionales. Par exemple, pour un choix d'investissement sur un VUL électrique, vous obtiendrez une aide plafonnée à 3 000 €, auquel peut se rajouter les 5 000 € de bonus écologique, plus les 5 000 à 9 000 selon le poids du véhicule pour la prime à la conversion, à condition bien sûr d'avoir un véhicule destiné à la casse, et à cela se rajoutent les avantages fiscaux. Voici à présent la surprime ZFE de Strasbourg. On peut déjà noter qu'elle est moins restrictive. Elle autorise plus de possibilités pour bénéficier d'un soutien. Une entreprise est éligible si elle justifie bien d'un établissement sur l'Eurométropole. Pour bénéficier de l'aide, il faut bien sûr en remplacer un, mais pas obligatoirement à la casse. Vous avez le droit de la revendre, contrairement à Reims. L'entreprise doit avoir un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions € ou un total de bilan inférieur à 43 millions € sur l'année précédant la demande. L'Eurométropole accorde des aides jusqu'à 15 000 € pour des véhicules électriques, hydrogène, gaz naturel, mais également pour des essences de critère 1. Et ce choix de l'essence vient probablement du fait de l'interdiction définitive à ce jour déjà du diesel en 2028 sur l'Eurométropole. Et par ailleurs, les montants des aides sont identifiés comme étant les mêmes pour les véhicules neufs et d'occasion. Ce sont donc des plafonds avec un maximum de 40% du prix d'achat. Le dossier de demande d'aide peut se faire au plus tard 6 mois après la date. Quant à la vente ou à la mise à la casse, elle peut être supérieure à 3 mois avant le dépôt du dossier. Donc, nos collègues de Mobiliance ont déjà évoqué cet appel à projet comme un écosystème des véhicules lourds électriques. Donc là, on est sur l'aide nationale. Ça concerne les poids lourds afin de rester uniquement sur des projets d'investissement électriques pour les entreprises. Le soutien apporté inclut le véhicule, mais aussi le bénéfice sur la société. Donc, les critères d'éligibilité sont donc socio-économiques et environnementaux, d'où le titre écosystème, qui est ouvert jusqu'au 2 décembre 2022 et n'est pas cumulable avec le bonus écologique poids lourd. Donc, les investissements doivent être sur des véhicules pesant plus de 3,5 tonnes avec un investissement minimal de 3 véhicules
ou de 5 lorsque l'investissement concerne des autobus. Et la demande doit se faire en amont de l'investissement, contrairement aux autres aides précédentes, et doit inclure l'investissement dans les bornes électriques. Donc c'est l'ADEME qui gère le dispositif, et l'aide pour les N2, N3 que j'évoquais plus haut est plafonnée à 100 000 € par véhicule et 150 000 € pour des tracteurs routiers. Je crois que nos collègues Mobilian ont évoqué les prix tout à l'heure. Donc, concernant les bornes de recharge, les coûts pris en compte sont dans une limite de 60% des coûts éligibles et non cumulables également avec les autres aides dédiées aux bornes. Et enfin, la réalisation de mise à l'étude du projet peut également être pris en charge dans une limite de 15 000 €. On en vient à la fiscalité. Donc, voici les avantages d'un point de vue fiscal. Nous avons vu ensemble les aides nationales, les aides locales et les aides régionales sont vues par Monsieur L'extrait. Donc, avant cela, un petit point sur la fiscalité en commençant par le suramortissement. Donc, cette déduction sur les véhicules à base électrique est importante, offrant un plafond de 30 000 € de déduction fiscale à amortir sur 4 à 5 ans, contre 20 300 pour les véhicules entre 20 et 50 grammes, et au-delà de 160 grammes, le plafond est abaissé à 9 900. Il en est de même concernant les suramortissements pour les poids lourds qui s'étend pour des motorisations bien plus larges, notamment le biodiesel ou le gaz naturel. Le bonus écologique permet une aide financière directe de 50 000 € pour un poids lourd, et le deuxième, donc le suramortissement, ajoutera une deuxième fois ce montant. Le cumul peut donc monter à 100 000 € selon le poids et la motorisation. On a aussi l'exonération de la taxe sur les véhicules de société, qui concerne les entreprises qui possèdent, utilisent et louent des véhicules. Donc une flotte exclusivement constituée de voitures électriques n'aura pas à payer la TVS. Et à cela s'ajoute l'exonération de la taxe sur les cartes grises sur véhicules électriques et hydrogène. Cependant, je propose à Monsieur L'extrait de nous expliquer davantage les modifications qui ont eu lieu dans notre région au 1er février. Et avant de lui passer la parole, dernière aide que je vais évoquer, c'est l'aide Advenir pour les bornes électriques. Donc il s'agit d'une aide non pas pour le véhicule, mais pour son carburant, et en particulier l'électrique. Donc le programme Advenir est destiné à favoriser le déploiement des bornes. Les financements octroyés par le dispositif Advenir proviennent des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc ces sommes sont versées par les énergéticiens. Et le dispositif Advenir est assez large et s'adresse à tous les acteurs, dont les entreprises, pour les points de charge installés sur leur parking et réservés à leurs clients ou salariés. Et l'aide Advenir permet les investissements dans les chargeurs alternatifs, c'est-à-dire les plus courantes, et continues, c'est-à-dire à charge rapide. Il existe des prises différentes, dont la prise domestique, la type 2, qui est le standard européen pour la recharge alternative, et la prise combo, qui est le standard européen de la recharge rapide. Donc au niveau des montants, au niveau des parkings privés à destination de flotte et salariés, on est à 20% octroyés. Les parkings privés à destination de flotte poids lourd, 50% octroyés. Et le parking privé ouvert au public, 50% octroyés uniquement pour tout type de prise. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Monsieur L'extrait. Je vais garder Thomas, je vais vous demander d'être le plus rapide possible, qu'on puisse traiter les quelques questions, s'il vous plaît. Merci. Oui, je vais essayer. Je vois qu'on commence à perdre des gens qui ont l'air d'avoir faim. Du coup, très rapidement, je continue sur les bornes électriques. On a un appel à projet Climaction. Donc Climaction, pour ceux qui ne savent pas, c'est le guichet unique ADEME et région Grand Est au niveau de la région. Donc on a un appel à projet donc pour une prime, enfin une subvention de 1 000 € par point de charge pour les entreprises donc sur installation de bornes de recharge sur parking des agents ou sur accessible au public sur des territoires inférieurs à 100 000 habitants. Voilà, c'est cumulable avec le dispositif Advenir. À noter qu'il faut privilégier le contact avec les chargés de mission Climaction en amont. Donc là, les contacts, ils sont disponibles directement sur le site Climaction. Vous avez l'onglet contact. On a des contacts qui sont directement en maison de région, donc ça dépend de votre territoire. Et vous avez 2-3 trucs à cocher et normalement, on vous met la bonne personne qui va bien. Voilà, je vous propose de passer à la diapo suivante.
Voilà, alors, donc on a un dispositif de soutien à la conversion, l'acquisition de véhicules routiers faible émission. Donc on a tout de même une grosse condition dans un premier temps. Alors la plus simple entre guillemets, c'est que l'entreprise qui fait la demande doit justifier soit d'être sur une zone à faible émission, soit de justifier de déplacement sur une zone à faible émission. La deuxième possibilité pour bénéficier de cette aide, c'est lié à un autre dispositif qu'on a mis en place. C'est donc une aide aux études de conversion de flotte pour les territoires. Et en fait, il faut que le territoire ait mis en place cette étude-là. L'objectif de cette étude, c'est d'aider au déploiement de stations multi-énergie, notamment bio-GNV et hydrogène, en identifiant le potentiel sur le territoire d'acteurs qui veulent faire des conversions de flotte. Et c'est aussi d'accompagner les acteurs vers la motorisation qui est la plus adaptée à leur usage. Voilà, j'en dis pas plus que ça. Pour ce qui est des plafonds, donc vous les voyez indiqués. On a le premier volet qui est pour le rétrofit et le deuxième pour l'acquisition de véhicules. Donc nous, on n'a pas de conditions de mise en rebut ou de revente de véhicules. On est sur une aide de 40%, soit de l'opération pour le rétrofit, soit du surcoût du véhicule par rapport à un véhicule équivalent pour l'acquisition d'un nouveau véhicule. Voilà, donc on a des plafonds par... voilà, bon, non, ça va très bien, on peut passer, de toute façon, les informations seront disponibles. Donc, je passe très rapidement sur un exemple qu'on a eu de dossier. C'était des demandes sur des poids lourds baissants. Donc, on était bien sur des biocarburants, bien sur des véhicules de plus de 7 tonnes 5. L'entreprise nous a justifié de ces déplacements en ZFE avec la trace GPS de ces camions. Et voilà, après, on avait bien les éléments du dossier. On était sur un surcoût qui a été identifié de 9 000 € par véhicule. Donc, on a aidé à hauteur de 40% de ce surcoût, donc 3 600 €, fois le plafond qu'on a fixé pour les véhicules lourds, ce qui n'était pas indiqué sur la diapo d'avant. Voilà, donc on a un plafond pour les véhicules lourds de 3 véhicules aidés par an. Donc, on a apporté une aide d'un peu moins de 11 000 €. Voilà, je ne sais plus si on a encore autre chose. Oui, voilà. On a une deuxième aide pour les véhicules faible émission qui a été adoptée en mars. C'est une mesure d'urgence, donc à destination des artisans, commerçants et agriculteurs de moins de 10 salariés. Donc là, on est sur des véhicules légers cette fois-ci. On a une limite sur les communes éligibles. On est sur soit des communes rurales autonomes, soit des communes rurales sous faible influence d'un pôle urbain. Donc ça, c'est une classification de l'INSEE qui a étudié les différentes caractéristiques des communes pour établir ce classement. Donc l'idée, c'était d'accompagner plutôt les territoires où on n'a pas d'autre alternative. À noter qu'on a un complément aussi pour les professionnels qui sont sur des ZFE. Donc c'est aussi possible. Donc là, on est sur un soutien de 2 000 € cumulable avec les autres aides. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai essayé de faire le plus vite possible. J'espère que ça allait. Merci. Thomas, alors on a quelques questions. Je demanderai aux intervenants d'être très très brefs dans les réponses. Alors la première, c'est plutôt des questions ou voire des corrections à apporter. Vous confirmez qu'on peut bien encore aller avec un véhicule critère 2 dans les ZFE jusqu'en 2028. Alors les uns les autres, allez-y, prenez la parole. Oui, alors j'ai plus en tête le calendrier de Reims. En fait, à Reims, Strasbourg, ouais. À Reims, il n'y a pas de. Reims n'a pas prévu de supprimer le diesel pour le moment. Donc là, il supprime les critères 5, 4 et 3. Donc le critère 2, qui est le dernier critère pour le diesel, est toujours éligible sans date limite. Et Strasbourg, par contre, a défini cette date à janvier 2028. Donc jusqu'à janvier 2028, on peut circuler en diesel sur la ZFE. D'accord. Alors, question qui s'adressait plutôt à Mobiliance, on a vu dans la présentation tout à l'heure, critère 1 pour les véhicules électriques à batterie. Alors, est-ce que c'est une coquille ou est-ce que on parle d'une catégorie de véhicules électriques à batterie puisque ce sont des véhicules à critère 0, non?
Non, alors oui, c'est critère 0, mais c'est équivalent. En fait, il n'y a pas de différence entre critère 1 et critère 0. C'est le plus haut de la catégorie et c'est tout ouvert. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est l'électrique à batterie, c'est critère 0, soit dit. Enfin, le 0 n'étant pas sur tous les textes. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une idée du bilan carbone des batteries par rapport au bilan carbone du diesel aujourd'hui ou du gaz quand on utilise du gaz comme carburant? Toutes les études sont extrêmement contestées là-dessus. Parce que ça va dépendre du lieu de production des batteries, ça va dépendre du transport des batteries, même l'étude même en fait de ce qu'ils appellent le puits à la roue est contestée et souvent, même souvent très contestable. Donc c'est extrêmement compliqué de donner des chiffres clairs là-dessus parce que simplement en fait les moyens industriels qui doivent être déployés ne le sont pas encore. Ok. Je rajouterais aussi que ça dépend fortement de la manière de produire l'électricité. Tout à fait. En France et en Allemagne, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Effectivement. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que, vu que là, on voit qu'on va vers une grosse augmentation dans les années à venir des véhicules électriques, quelles sont les conséquences sur les infrastructures? Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour passer l'hiver? Ou est-ce qu'il faudra choisir entre le chauffage ou la voiture? A priori, dans toutes les études, la quantité d'électricité, ça pose pas de problème. On l'a aujourd'hui, même avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et même si on veut s'affranchir des approvisionnements russes et supplanter ça par de l'électrique, les infrastructures le permettraient. En revanche, ça ne veut pas forcément dire que localement, les raccordements seront faits de façon pertinente. Donc, il faut, en tant qu'industriel, chacun doit travailler de son côté pour améliorer les choses. Et là, il est urgent de pouvoir regarder et de faire les études locales pour savoir si les réseaux qui doivent arriver sont correctement adaptés aux besoins qu'il va y avoir dans les 2-3 années qui arrivent. Je vous le redis, moi, ce qui me pose problème en tant que patron, en tant qu'industrie, en tant qu'établissement tertiaire aujourd'hui, c'est le décret tertiaire qui me gêne pour le déploiement de bornes parce que je suis challengé sur mes réductions de conso sur les années qui arrivent et que l'installation de bornes est complètement antagoniste par rapport à ce qui m'est demandé de l'autre côté. Donc là, je pense qu'il est urgent que tous les prochains députés qui vont prendre leur nouveau siège puissent se pencher sur ce problème-là parce que c'est un vrai point bloquant opérationnellement. Et je rajouterais sur le non-risque, entre guillemets, sur les réseaux électriques, qu'on a des solutions qui commencent à arriver de planification de recharge. On a deux types de solutions, soit la planification au niveau des aires creuses, soit voire même utiliser les véhicules comme batterie au niveau du réseau, avec un véhicule qui pourrait restituer de l'énergie au moment où on a des pics. Donc c'est des solutions qui sont envisagées pour le moment, qui ne sont pas courantes, même si elles commencent à arriver. Allez, dernière petite question pour la route et après on vous laisse aller déjeuner. Donc il faudra une réponse très courte de chacun. Pertinence du fret ferroviaire ou du fret fluvial pour réduire les camions sur les routes? Vous en pensez quoi, messieurs? Alors, je vais vous répondre en 2 points. Premièrement, le plus gros transporteur routier de France, ou en tout cas un des plus gros, c'est la SNCF, avec le groupe Géodis et Calberson. Donc, si même la SNCF prend la route, c'est qu'il y a des raisons. Deuxièmement, quand vous sortez de chez vous ou même autour de vous, là, dans votre pièce, tout ce que vous avez autour de vous a été transporté par camion à un moment ou à un autre. Je pense que le rail n'arrive pas chez tout le monde aujourd'hui aussi simplement que ça. Dernier point quand même important. Aujourd'hui, les supermarchés demandent aux transporteurs une précision des horaires à peu près de 15 minutes pour le créneau au niveau livraison. La SNCF aujourd'hui ne sait pas travailler à moins de 2 jours de délai pour la livraison. C'est-à-dire que la précision en fait, de date de livraison, elle est à 2 jours près pour la SNCF au moment où on commande son transport. Bah écoutez, sur ces problèmes d'horaire, nous en avons aussi, puisque vous voyez que nous avons dépassé de 20 minutes la fin de ce webinaire. Donc on fait a priori pas mieux que la SNCF et nous nous en excusons, mais bon, la prochaine fois, on sera meilleur que ça. Bon, en tout cas, la discussion était très intéressante et ça aurait été quand même dommage de ne pas aller jusqu'à son terme. Je remercie tous nos intervenants pour la richesse des informations que vous nous avez transmises aujourd'hui. Je souhaite à tous et à toutes un bon appétit et on espère vous revoir prochainement lors de nos webinaires. Allez, à bientôt, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.